Bienvenue chers amis lutétiens, bienvenue dans l'After Lutèce, la seule émission qui dit tout haut ce que tous les lutétiens pensent tout bas. On se retrouve aujourd'hui évidemment pour parler des barrages. Ça y est, le tirage au sort a eu lieu. Maintenant que le cœur de Paris, le cœur de la Lutèce éternelle, la magnifique, ne bat plus pour cette compétition ridicule qui est la Ligue des Champions, et le cœur peut enfin se concentrer sur la seule compétition qui compte, la seule et véritable compétition qui a de l'enjeu. Évidemment, notre cher Lutèce Cup, évidemment. Comment il pourrait en être autrement? Et celle-ci vient de rendre son verdict. Nous connaissons désormais les 8 bienheureux du top 8, les 8 coachs qui sont dans le top 8, qui sont les 8 premiers du classement général, ainsi que les BA qualifiés pour les barrages des playoffs, les 16 qui ont eu la chance de se qualifier pour les barrages des playoffs. Alors certains coachs pleurent évidemment, pendant que d'autres jubilent. C'est la dure loi de la compétition. Certains ont réalisé un véritable hold-up pour se qualifier pour ces barrages. Suivez mon regard, suivez mon regard. Il n'en reste pas moins que la compétition n'avait jamais été aussi rude que cette année. De mémoire de lutétiens, ça n'a jamais été jusqu'à ce point difficile pour se qualifier, ou en tout cas indécis. Je rappelle que jusqu'à la 15e journée, le 36e au classement pouvait encore avoir l'espoir d'attraper une place en barrage. Ça s'est vraiment joué à un cheveu et certains l'ont raté, mais pour rien du tout. Ils ont raté les barrages pour rien du tout. Surtout qu'il y a eu des matchs où des candidats s'affrontaient directement, soit pour une place en top 8, soit une place directement pour les barrages. Je pense naturellement au match entre Bosque et Pedro, ou encore au fameux match entre Olivier Dulac et le Doc. Donc vraiment, la compétition a été vraiment acharnée jusqu'au bout. Mais c'est désormais de l'histoire ancienne, car ça y est, la 15e journée a été jouée dans sa totalité. Les barrages ont été tirés et les carottes sont cuites, comme on dit dans la Picardie là-bas. Alors voyons voir ça en détail, non seulement les qualifiés pour le top 8, mais aussi les malheureux éliminés, et enfin les barrages, les barragistes, parce que ça c'est ce qui va arriver tout de suite, avant la chocolate naturellement, mais c'est ce qui va arriver tout de suite, c'est les barrages, et là ça va saigner sec. Allez, on regarde ça en détail. Eh oui, on a notre top 8, les gars, évidemment. On a les 8 super guerriers qualifiés qui ont mené leur barque de bout en bout du championnat, qui n'ont jamais rien lâché, même s'il y en a un qui s'est vautré au dernier moment. On va voir ça plus tard. Mais bon, les 8 sont là. On peut les détailler vraiment très rapidement. On a évidemment Nick Appel propre. Que dire, les beaux gosses, les mecs qui ont tout donné, ceux qui créent des failles spatio-temporelles quand ils jouent. Une seule défaite, mais on va dire que c'est pour conjurer le sort. Mais bon, ils ont été sur le devant de la scène tout au long du championnat. Ils sont meilleurs marqueurs, meilleurs défenseurs du championnat. Non, jetez plus. Ils ont tout fait. Ils ont quasiment tout fait. Et évidemment, ils sont parmi les grands candidats au titre. On a aussi Ashram l'éternel second, mais quand même, être second, c'est pas mal. Cette année, il ne dérange pas la règle. Deuxième également, comme dans les saisons passées. Magnifique de la part d'Ashram, surtout avec un roster Pacte du Chaos ou Renégat du Chaos, qui est vraiment compliqué à jouer. Faire deuxième avec des Renégats du Chaos, moi je tire mon chapeau, bravo à Ashram. On a aussi Scripting Kiss. Alors, Scripting Kiss, quel étonnant rookie. Alors, ok, il a pris un roster très compétitif à la Lutèce, les morts-vivants, mais il ne cesse de nous surprendre. Une seule petite défaite, et attention aussi à lui en play-off, parce que l'équipe est belle. Ensuite, on a à la 4e place, on a Ashram, celui qui surexploite le bomber, et c'est lui qui fait de l'entraînement intensif à tous les niveaux, que ce soit en tournoi, que ce soit en ligue, que ce soit sur online. Le gars, il veut tout gagner, il veut tout rafler. C'est bien, c'est le bon état d'esprit. Est-ce qu'il va y arriver ? Peut-être que c'est ça cette année c'est pour lui, parce que il joue un roster Skaven qui a qualifié juste 6 équipes parmi les 6 jouées. 100% de réussite pour les Skaven. On l'avait dit dès le début de saison que les Skaven allaient tout rafler, c'est le cas. Ensuite, à la 5e place viennent Un et Funny Valentine, les vétérans, les seuls qui ont su faire quelque chose avec
un roster elfe noir qui déçoit, les seuls parmi les 6 coachs qui les ont qualifiés en playoff. Bravo là aussi Oun et Funny Valentine, même si la fin de saison a été compliquée. Et j'ai la voix qui déraille. Ensuite, 6e place pour Alaric, l'autre étonnant et surprenant rookie qui mène une équipe du moins surprenante. Il les mène à la baguette. Il n'a plus perdu de match depuis la 9e journée, il est en full réussite et surtout il a l'équipe la plus expérimentée du championnat. C'est celui qui a fait le plus de pecs sur les 15 matchs joués. Donc attention à l'équipe d'Alaric, même si les humains n'ont jamais gagné la Lutèce, attention quand même parce que une équipe polyvalente menée par un bon coach, ça peut faire des étincelles. 7e place pour Imperator Day, celui qui prend la place, une des places du top 8 au dernier moment, avec ses Skaven détonnants et étonnants, qui défouraillent tous sur leur passage avec un Raogre qui est juste monstrueux. Bah ouais, Imperator Day a piqué la place de Sebotono juste au dernier moment, bravo à lui. Top 8 également, bravo, chapeau pour le parcours. Et enfin Galadjin qui a eu chaud jusqu'au bout, mais qui a quand même réussi à garder sa place dans le top 8 grâce à un lancer de gobe au 16e tour contre Kral et JC, il faut le savoir ça, parce qu'il était en train de perdre 2-1, et le lancer de gobe tour 16 lui permet d'égaliser, faire du 2 partout, et avoir suffisamment de points, à savoir 32 points pour rester dans le top 8. Et en même temps, il élimine Kral et JC de la course pour les barrages, donc merveilleux, que dire, c'est cruel pour Kral et JC, mais merveilleux, faire ça, se qualifier en top 8 grâce à un lancer de gobe. Galadjin, rien que sur ça, ta saison est réussie, bravo à toi, bravo. Donc voilà pour le top 8, passons maintenant aux grands éliminés quand même, parce qu'il y en a qui pleurent sévère. Mais bon, c'est normal, la déception est grande. Le premier d'entre eux, qui d'autre que Olivier Dulac, meilleur joueur du monde, number one au classement de la NAF, qui rate les barrages pour un point à cause du nul qu'il fait contre le Doc, un partout en 15e journée. C'est cruel, c'est vraiment cruel, je comprends la déception. À mon sens, il est victime d'un roster slan qui montre ses limites quand même, hein. Mais surtout, pour moi, ça démontre bien que la Lutèce, si tu viens avec un roster peu compétitif, même si tu es meilleur joueur du monde ou un des meilleurs joueurs du monde, ça va pas être simple. Ça veut pas dire que tu vas pas te qualifier, mais ça va pas être simple. Donc voilà, la Lutèce montre qu'on n'est pas des pigeons quand même, hein. Donc même le meilleur joueur du monde chez nous, il a du mal. Après, c'est vrai que c'est cruel, mais bon, j'ai connu ça par 2 fois, Olivier, faut se faire une raison, c'est la joie et le bonheur d'une compétition, ça fait partie. Une carrière de bloodballer comme de tout sportif, il y a des hauts et des bas, et il faut savoir si remettre le bleu de chauffe et le charbon. Après, je vais pas faire tous les poncifs du genre. Bref, la déception, je la comprends. Un petit pastis, des bonnes vacances, et tu en reviendras en pleine forme en septembre, t'inquiète. On a aussi Garden, l'avant-dernier champion, qui rate les barrages pour un point également, malgré sa victoire de prestige contre Zaiko en 15e journée. Garden, cette année, ça l'a pas fait. Garden, il est habitué à faire des remontadas de folie. Il rate les débuts de saison et après, il fait des remontadas de folie. Cette année, il a presque réussi à faire la même. Ça s'est joué à un point, à rien du tout. Bon, après, voilà, il finit la saison sur une victoire de prestige contre le capitaine de l'équipe de France. Bravo, rien à dire, même si effectivement je comprends qu'il peut y avoir une pointe de déception dans l'élimination, mais c'est comme ça fait partie de la compète. Ensuite, il y a le Doc. Le Doc, vraiment, mais quelle déception, quelle déchéance. Il fait un parcours de folie, regardez-moi son graphe à lui sur la saison. Il fait un parcours de folie en début de saison et après il s'effondre totalement, il se foire lamentablement dans le Money Time. Après, bravo à lui pour avoir joué le jeu jusqu'au bout, hein. Très fair play de sa part. Le match nul contre Olivier Dulac élimine les 2 joueurs, mais il a joué le coup jusqu'au bout, c'est-à-dire que il a tenté de gagner le match jusqu'au bout. Ça s'est terminé par un match nul qui élimine les 2 coachs, mais bravo au Doc, bravo pour le fair play et la sportivité qui l'ont permis d'espérer jusqu'à la dernière minute. Malheureusement pour lui, il est un peu victime de sa fin de saison où il se foire totalement.
On peut dire la même chose de Baba Yara. Regardez-moi le graphe de Baba, c'est incroyable. Il était playoffable tout au long de la saison jusqu'à la J13 et le Money Time a été cruel pour lui. Il se foire dans le Money Time, dans le troisième tiers, il fait que des nuls ou des défaites et surtout le match nul qu'il fait en 15e journée contre l'équipe, les restes de l'équipe de SSB jouée par un mercenaire où il n'arrive qu'à faire un match nul. Il lui fallait une victoire pour se qualifier, il n'arrive qu'à obtenir qu'un match nul contre les Slans de SSB. Et du coup, effectivement, il est éliminé. C'est pas la première fois que ça lui arrive à Baba. Il est souvent dans les premiers non qualifiés. Et ben, c'est rebolote cette année, malheureusement pour lui. Alors, bon, l'année dernière, il a réussi à se qualifier grâce à deux joueurs qui ont tout simplement abandonné leur barrage et ont laissé la place à ceux qui étaient derrière lui. Il a réussi à se qualifier comme ça. Je pense que cette année, il n'y aura pas d'abandon. Donc, à mon avis, cette année, Baba Yara, la place de barragiste ne sera pas pour toi, de cette manière en tout cas. C'est également un peu pareil pour Martoni et Luix. Pareil, la fin de saison a été vraiment un chemin de croix. Et ils ont perfait tout le long du début et du deuxième tiers de la saison et ils s'effondrent mais totalement dans le troisième tiers. Même si le dernier match, ils le gagnent, ils réussissent à le gagner, bah, c'est trop tard. C'est trop tard, ils finissent à 22 points. Donc un point, une place, on va dire, des barrages. C'est cruel, c'est dur pour eux. Mais bon, après, c'est des gros vétérans de la Lutèce. Ils sauront rebondir l'année prochaine. Et puis, ils feront quand même partie des grands outsiders, des grands challengers pour la Chocolate. Donc, peut-être un titre malgré tout pour eux, même si la déception est là également parce que ne pas se qualifier en barrage après un début de saison pareil, c'est vraiment quelque part du gâchis, malheureusement pour eux. Alors quand on part du gars qui rate tout, comment ne pas citer Bosque. Bosque, c'est cruel, il rate quasiment tout cette année. Il dit au revoir au barrage à la suite d'une défaite à la dernière journée contre Pedro et Laraigne, 1-0, alors qu'il n'était pas là, il s'est fait mercenariser le match, même si le mercenaire a joué le jeu évidemment jusqu'au bout, la science du jeu de Pedro l'a emporté. C'était un match où le vainqueur allait se qualifier. Et bah c'est tombé sur Pedro et Laraigne. Bravo à eux. Quant à Bosque, il perd vraiment tout. Il perd sa place au barrage. Avec une fin de saison, vous voyez le graphe totalement raté. Mais il perd aussi le Bachelord à une sortie seulement. Il est à 43 sorties alors que Mamet est à 44 sorties. Il perd aussi le crampon d'or avec Imuserg qui le dépasse, pour le coup largement. Il perd même sa place de meilleur chasseur aux dépens de Imuserg. Et même il tombe troisième parce que Courchevel le dépasse sur la fin de saison. Cruel également, alors qu'il a mené la barque là-dessus dans cette compétition de bout en bout également. Donc vraiment, il perd tout. Triste pour Bosque. Après, il pourra se consoler par le prix du plus grand destructeur, toutes sorties confondues, hein, agression, sortie publique, etc. Il est quand même devant tous les autres, donc c'est pas non plus une saison totalement blanche. Il reste meilleur destructeur, mais bon, la déception est grande, hein, entre la perte des barrages, la perte du Bachelor, du meilleur chasseur et du crampon d'or. Ça doit piquer quand même dans la barbe de Bosque. Hein. Voilà donc pour le top 8 et les cruels éliminés, ceux qui versent des larmes de sang. On passe aux barragistes naturellement parce qu'ils sont 16 guerriers bien heureux et trop contents de se retrouver là, qui vont s'affronter dans des duels sans pitié, c'est sûr. Le vainqueur de chaque duel, je rappelle, qui fut tiré au sort par les mains innocentes d'un président Bud Milka, qui a fait un tirage totalement aléatoire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de tête de série parmi les barragistes, c'est-à-dire il n'y avait pas de tête de série entre la 9e et la 16e place, c'était un tirage au sort totalement aléatoire. Ils iront affronter les coachs du top 8 qui, eux, sont classés en tête de série, de telle manière à ce que le premier ne puisse affronter le deuxième que en finale. Le premier est en haut du classement, le deuxième est en bas. Comme au Roland Garros en fait, hein, c'est la même chose. Et après, effectivement, les qualifiés pour le débarrage pour le top 8 seront tirés aléatoirement entre chaque coach du top 8. Voilà, tout simplement. Les barrages se joueront naturellement en un match, élimination directe, avec les règles habituelles, standards des playoffs lutétiennes. Donc la lutte va être vraiment acharnée et on regarde ça en détail parce qu'il y a tout simplement, il y a 8 matchs de folie. Il y a 8 matchs de folie.
Alors la première opposition, elle concerne tout simplement votre serviteur qui est très chanceux d'être là et qui sera opposé au nain de Le Liquide et Squeeze. Ça va saigner, ça va cogner dur. Il paraît que le premier connard venu peut emmener des nains en play-off. Hein. Eh bien, le Liquide et Squeeze semble avoir respecté l'évangile mamarienne. Les paroles de Saint Mamar ont donc une nouvelle fois été prophétiques. Elles ont été respectées. Rien à dire, bravo au Liquide et Squeeze. Cela dit en passant, ça va cogner sec, hein. Ça va cogner dur parce que quand on regarde les deux équipes, ça va être un match à couteau tiré. Le Liquide et Squeeze, ils sont passés par tous leurs états pour se qualifier. Ils se qualifient de justesse, mais vraiment de justesse. Ils auraient pu assurer leur place bien avant, si ce n'est cet abandon en 7e journée. Hein. On le voit dans leur calendrier. 7e journée, abandon contre Manu, malheureusement pour eux. Effectivement, ils arrivent à se qualifier à la toute dernière journée où ils réussissent à faire une victoire contre EDLR et ils passent vraiment de justesse. Malgré tout, quand on regarde l'effectif, leur équipe est plus que complète. Hein. Avec seulement 14 matchs joués, ils ont bien 13 joueurs, ils ont 6 gardes, 4 châtaignes et il y a même un blitzer esquive. Par contre, il n'y a qu'un seul coureur, qui n'a pas réussi à choper esquive encore. Donc peut-être la faiblesse est là. Bah, en face, une équipe de brutas tout simplement. 14 joueurs, 3 gros monstres, dont 2 avec garde, et un Minotaur que toute la Lutèce veut éliminer, mais qui est toujours là et jamais blessé. C'est comme ça, un Minotaur c'est mieux que Raogre, je vous le dis moi, chez les pacteux. Surtout, pas mal de blocs et 3 griffes. Alors, la question est là. Est-ce que les griffes suffiront pour ouvrir les boîtes de conserve naines ou pas? Ou est-ce que les griffes se casseront les dents? Parce que c'est des griffes avec des dents, c'est des griffes chaotiques. Toute la question est là. En vrai, ça va se jouer là-dessus. Ça va se jouer sur la capacité de votre serviteur de Duda à ouvrir les boîtes de conserve naines. Ajoutons à cela que les nains partent quand même avec 115 000 de team value de moins que le pacte, 115 000 d'une 2 semaines, c'est 1515 de TV pour les nains contre 1630 pour les renégats du chaos. 3 gros monstres, ça coûte cher. Alors, c'est suffisant pour prendre une Cindy, hein, on est d'accord. Surtout que les APPTI l'ont déjà joué 2 fois, Cindy, cette saison. Par contre, Duda, lui, il n'a pas peur, parce que Duda, il a déjà affronté 3 fois Boomer et qui ne lui a rien fait. 3 Boomers déjà d'affronter. Et on sait bien que Boomer est bien meilleur que Cindy. Hein, tout le monde le sait. It's known, comme on dit à Westeros. Surtout que moi, j'ai plus rien à perdre. J'ai vécu une saison, mais vraiment cauchemardesque. Et je me qualifie, mais vraiment au tout dernier moment. Je suis celui qui se qualifie vraiment à la toute dernière seconde. C'est un hold-up, c'est un braquage, c'est le braquage du siècle, on peut appeler ça. C'est vraiment, j'étais au fond du trou tout au long de la saison. Et sur le 3e tiers, je dégomme mes adversaires, tout simplement. En plus, sans leur faire trop de dommages. Hein. C'est pas sur le 3e tiers où je fais le plus de sorties. Par contre, voilà, j'ai peut-être enfin compris comment jouent les renégats du chaos. C'est peut-être ça. Donc attention, le Liquide et Squeeze, j'ai pas dit mon dernier mot. Bref, ça sent la grosse bagarre au milieu de terrain et c'est clairement du 50-50. Tout dépendra du fait est-ce que Cindy, si elle est là, arrivera à jeter plein de bombes, plein de tartes explosives, ou est-ce que les joueurs renégats arriveront à ouvrir les boîtes de conserve naines? Tout dépendra de ça en fait. Le deuxième barrage oppose Dritz à Pedro Larraín. Mais quelle opposition de style, les gars, quelle affiche entre des gros vétérans du championnat. On a d'un côté la fougue, la verve d'un Dritz en folie, et de l'autre, on a le stoïcisme légendaire de Pedro, et la dialectique joviale, évidemment, de Larraín. Qui des 3 en fait va l'emporter, qui des 2 équipes va l'emporter, ça va être un match à suivre, ça va être un match de folie tout simplement. Sur le papier, par contre, il n'y a pas véritablement match. Il n'y a pas match tant l'équipe du chaos de Dritz semble supérieure à celle de la doublette magique, sincèrement.
Dritz connaît quand même une fin de saison très complexe avec 3 défaites. Vous le voyez sur son calendrier, 3 défaites sur les 3 dernières journées. Il n'est pas passé loin de l'élimination. Il finit à 23 points avec un touchdown average très bas. Et vraiment, il finit dans les derniers qualifiés. Vous voyez, il était même 11e à la fin du deuxième tiers de la saison. Et il termine à la 23e place. Il termine avant dernier barragiste. Pedro et Larraine finissant 24e. Donc vraiment, c'est le 23e contre le 24e qui vont s'affronter. Ça se joue à un point aussi pour Dritz. Mais on peut dire la même chose de Pedro et Larraine. Comme je disais, Pedro et Larraine, ils ont connu un démarrage de folie. On s'y attendait pas avec la noblesse. Et après, ils sont tombés, mais vraiment au fond du classement. Ils étaient même jusqu'à la 46e place. Ils étaient tombés à la 46e place. Et seul leur talent, tout simplement, et leur stoïcisme leur a permis de surgir de la tête hors de l'eau, mais vraiment à la dernière minute, à la dernière seconde, dans un match vraiment très complexe contre l'équipe de Bosc, où ils réussissent à gagner 1-0, mais vraiment de justesse. Donc c'est vraiment des gros chanceux pour le coup de s'être qualifiés. Après, la difficulté, c'est qu'ils ont une équipe très peu expérimentée, avec surtout des blitzers insuffisamment compés. Il y a bien 13 joueurs, 4 gardes, dont l'ogre, mais il y a juste 3 blocages, en plus des 4 luttes qu'ils ont sur les gardes du corps naturellement, et une seule esquive chez les receveurs, donc chez les blitzers. Donc est-ce que ce sera suffisant face aux 8 blocages de Dritz? Je ne le pense pas. Dritz, il a quand même une équipe de porc. Il y a donc 13 joueurs, il y a 2 gardes, 8 blocages, une griffe, un tacle, juste ce qu'il faut pour contrer le seul esquiveur de Pedro et Larraine. Honnêtement, sur le papier, l'équipe de Dritz est largement supérieure. Après, on connaît Pedro, alias Maître Tac-Tac. Il peut nous sortir des combines de folie. Il peut nous faire vraiment une stratégie vraiment adaptée contre l'équipe de Dritz. Donc, ça peut être tendu pour Dritz, même si sur le papier, avantage évidemment aux élus du chaos. Notons au passage que la différence de team value n'est pas énorme. 1545 pour Dritz, 1470 pour Pedro et Larraine. Il y a 65 000 d'inducement. Ok, là encore, on risque de voir une Cindy. Est-ce que ce sera suffisant, les tourtes explosives de Cindy? Rien de moins sûr, parce que sur le papier, l'équipe de Dritz est juste largement capable d'éliminer la quasi-totalité de l'équipe de la noblesse impériale de Pedro et Larraine. Donc pour moi, c'est du 70-30 en faveur de Dritz. Est-ce que le pronostic s'avérera vrai? Tout dépendra du talent de Pedro et Larraine, tout simplement. Troisième barrage, et quel barrage entre Bud Milka et Azraq et Slade Mortis, le duel Skaven par excellence. J'imagine que les 3 coachs auraient préféré l'éviter. Mais bon, avec 6 Skaven sur les 6 draftés en playoff, dont 4 en barrage, c'était sûr qu'il y aurait un duel Skaven. C'est tombé sur eux. Après, les fortunes ont été diverses et variées pour les 2 équipes en championnat. D'un côté, on a un Azraq et Slade Mortis qui ont vraiment contrôlé leur saison de bout en bout. Ils perdent la lutte pour le top 8 à cause d'une défaite en J15 contre Nicap et le propre, vraiment à la dernière minute. Comme par hasard, juste de quoi pour ne pas finir invaincu, parce que c'était le seul invaincu en 15e journée, juste pour pas finir invaincu à la fin de la saison régulière, histoire de conjurer le mauvais sort peut-être, Azraq, Slade Mortis, peut-être que la défaite ne fait pas trop de mal, même si ça ne leur permet pas, cette défaite ne leur permet pas d'accéder au top 8, donc je ne sais pas, est-ce qu'ils auraient préféré être directement top 8, mais demeurer invaincus et avoir vraiment la malédiction de l'invaincu qui n'a jamais gagné la Lutèce au-dessus de la tête, ou est-ce qu'ils ont préféré perdre ce match finalement, même quitte à jouer les barrages, parce qu'ils ont confiance en leur talent et leur expérience, quitte à jouer un barrage, au moins ne plus avoir cette malédiction. Vous savez que les joueurs lutétiens sont superstitieux. Moi, je mise quand même sur la deuxième hypothèse. Je mise sur la deuxième hypothèse. Qui plus est, sur le papier, il y a pas match, il n'y a pas de combat. Il y a 15 joueurs du côté des 2 affreux Jojo, une équipe parfaitement compée, du tacle plongeant de partout, de la glissade contrôlée. Il y a 3 tacles, tout ce qu'il faut pour contrer les coureurs d'égout de Bud Milka. Il n'y a juste pas de Raogre.
pas de Raog pour contrôler la team value, mais finalement, sur la saison, avec une seule défaite, ça les a pas trop dérangé, l'absence de Raog, Azrag et Slade Mortis. Alors, Bud Milka, on peut dire qu'il a contrôlé sa saison parfaitement. Vous voyez, du bout en bout, il était dans le bleu, il était playoffable de la première à la 15e journée. Magnifique contrôle de l'équipe. Par contre, il s'est fait dégommer sa team. Si vous regardez le nombre de morts et de blessés, c'est juste hallucinant. C'est simple, Bud Milka, c'est l'équipe la plus abîmée de la saison. Il a perdu pour 900 000 points de joueurs. 900 000 points de joueurs d'éliminés par les adversaires. Presque l'équipe entière complète d'éliminés. C'est évidemment la plus grande proie dans le classement des meilleurs chasseurs. 900 000 points de joueurs d'éliminés. Et du coup, forcément, l'équipe, elle ne ressemble pas à grand-chose. Elle est très peu expérimentée. On a 3 compétences à peine sur les coureurs d'égout. Il y a quand même 3 tacles, c'est pas mal. Et surtout, ça se joue sur un très joli lanceur star, Scaven, avec son 8 de move et ses 2 têtes. Il n'empêche, la différence de puissance, elle se ressent sur le papier. Et surtout qu'il n'y a pas tant de différence de team value que ça. Notamment du fait de l'absence du Raog, comme je disais, chez Azrag et Slade Mortis. 1650 pour ces derniers contre 1525 pour Bud Milka, 125 000 points d'Inducement donc pour Bud. Pas de quoi voir venir un sorcier, donc Azrag et Slade Mortis sont tranquilles de ce côté-là. Qui plus est, avec les sous qu'ils ont, ils peuvent s'acheter un bomber, ce qui obligera également Bud Milka à l'acheter pour pas l'avoir en face. Donc soit il prend un bomber et il n'y a pas de bomber sur le terrain, soit il prend un sorcier, mais ça veut dire que Azrag et Slade Mortis garderaient leur bomber. Je suis pas sûr que ce soit à l'avantage de Bud Milka pour le coup. Donc dur de prévoir ce que fera Bud avec le pécule, donc ce sera soit 125 000 points d'inducement, soit 175 si Azrag et Slade Mortis achètent le bomber et que Bud Milka le fait pas. Mais dans tous les cas, l'avantage est énorme à mon sens sur le papier pour Azrag et Slade. Pour moi, c'est carrément du 80-20 pour Azrag et Slade. Ils ont une équipe mais tellement plus expérimentée sur tous les coureurs d'égout. Si on regarde bien, l'équipe est tellement plus expérimentée que celle de Bud Milka. Je vois pas comment Bud pourrait lutter avec ça, même avec 125 000 points d'inducement. Sincèrement. Désolé Bud, mais vraiment, il va falloir compter sur la mère chance pour réussir à te dépêtrer de ce mauvais pas. Passons à l'autre barrage incroyable entre Magus et Kossus. Encore un match où ça risque de cogner, mais vraiment très fort, entre deux grands habitués des playoffs. Aïe aïe aïe, le vainqueur de ce match risque de sortir très blessé. Ça risque d'être une victoire à la Pyrrhus. Et le 8e, du coup, s'annonce, mais vraiment très compliqué pour le vainqueur. Alors, la saison a été réussie pour les deux coachs, même s'ils sont sur une forme totalement différente. La saison est quand même réussie. Kossus semble un peu dans le dur avec le 3e tiers de la saison qui est quand même raté avec 2 défaites sur la fin de saison. Il ne doit sa qualif finalement qu'à la 15e journée, qu'à la victoire en 15e journée contre un rookie, contre PJ. Et encore une fois, très courte victoire, 2-1 seulement. Vraiment, ça ne s'est pas joué à grand-chose pour qu'il ne soit pas en play-off, donc en barrage. Donc vraiment, Kossus, il a raté sa fin de saison, on le voit sur le graphe, il stagne, il regresse même au classement, ça s'est joué à pas grand-chose. À l'inverse, Magus, il est carrément sur une pente ascendante. Il était pendant très longtemps, tout le premier et deuxième tiers de la saison, il était au fond du trou. Il était même 40e au classement à la fin du premier tiers de la saison. Il était vraiment dans un état pitoyable. C'était une loque. Moi, je lui parlais, c'était une loque, une larve, quoi. Il n'en pouvait plus. Il était là dans son coin. Il était là, oui, je me qualifierai pas. Et finalement, il y arrive. Un petit hold-up quand même. Le 3e tiers est parfaitement réussi et il est sur la forme ascendante. Il pète le feu là, il casse tout, il est là, je vais tout dégommer, c'est bon. Bon, il perd quand même en 15e journée contre votre serviteur, ça s'est pas joué à grand chose également, donc aucun dommage pour lui, surtout qu'il était déjà qualifié avec 24 points. Et vraiment, la forme va bien, surtout que moi, il m'a dégommé l'équipe en 15e journée. Il m'a arraché mes joueurs comme il faut. Heureusement, il y a la journée de repos pour moi, heureusement. Alors sur le papier, pour moi, les nains du chaos de Magus, ils semblent disposer de toutes les armes pour contrer les morts-vivants de Kossus. On a 13 joueurs, donc 6 nains avec tacle évidemment, 4 gardes, 2 châtaignes, un vicieux même, et surtout un centaure taureau star. Mais quel star magnifique ce centaure taureau. Heureusement contre moi, il s'est totalement foiré, mais quel star ce centaure taureau. Ça peut dégommer l'équipe adverse.
Surtout que Kossus, lui, il a subi beaucoup de blessures sur la saison et il n'y a rien, il y a quasiment rien. Ok, il y a des goûts le bloc, mais il n'y a rien chez Kossus. Il y a les momies, il y a un bloc, il n'y a pas de garde sur les momies. Ok, il y a deux jolis revenants gardes, mais bon, les revenants, voilà, une agression, des blocs dans leur tranche et on les voit plus. Et les ghouls, ok, elles en bloquent, mais c'est tout, c'est tout. Est-ce que Kossus va jouer l'agression avec 13 joueurs seulement, avec sa goule surnois vicieux? Bon, il aurait tort de s'en priver, mais bon, si elle se fait expulser rapidement dans la partie, à mon sens, c'est fini pour lui. Donc vraiment, il a pas une équipe dégueulasse, c'est pas l'équipe de Bud Milka, mais il a pas de quoi pavoiser non plus. À mon sens, l'équipe de Magus, l'équipe des nains du chaos de Magus, est largement supérieure à celle de Kossus. Qui plus est, vous le voyez, la différence de team value est ridicule. 1,5 million pour Magus, 1 million 470 pour Kossus. Il n'y aura pas de star donc, hein, ça va se jouer à l'ancienne OD, pas de star, ça va se jouer à... Il y aura certainement un coach assistant pour Kossus et ça va s'arrêter là. Donc pour moi, l'avantage penche du côté de Magus clairement, au regard de l'effectif. Pour moi, c'est du 60-40 en faveur des nains du chaos, tout simplement. Mais bon, on connaît Kossus, il n'a pas dit son dernier mot. Mais bon, l'avantage quand même sur le papier pour Magus. Alors là, on passe au suivant, et là, faut en parler mais longuement. Psycho contre Poire Abricot. Quel duel de malade. J'imagine que Zaiko aurait préféré l'éviter celle-là. Il doit s'en mordre le doigt de ne pas avoir enfoncé le clou du cercueil de Garden en 15e journée et de ne pas avoir joué vraiment la gagne. Il a préféré jouer la bâche. Il n'a pas trop joué la gagne. En tout cas, il n'a pas tout fait pour jouer la gagne. Il a vraiment joué la bâche pour défoncer l'équipe de Garden. Et du coup, il ne se qualifie pas en top 8. Il se disait... Bon, avec mon talent, mon expérience, je vais m'en sortir dans les barrages. Et là, il tombe sur un clou. Il tombe sur un clou, sur la coquille d'une noix, celle de l'équipe d'ogre de Poire Abricot. Mais ouais, Poire Abricot, c'est quand même le coach qui nous fait l'une des plus belles saisons de Minus à la Lutèce. Regardez, il était playoffable depuis quasiment le départ avec des ogres, les gars. Mais il fait une saison de folie, de folie. Il emmène des ogres en playoff. Pour moi, c'est génialissime, c'est hallucinant pour moi. Il a réussi d'être playoffable depuis la 4e journée du championnat. C'est un véritable exploit, c'est légendaire, historique pour moi. C'est vraiment historique ce qu'il fait cette saison à la Lutèce. C'est juste dingue. Et pour moi, du coup, Zaiko, il a peur. Zaiko, il a peur parce que c'est bien, Zaiko, d'avoir plein de châtaignes, d'avoir 4 joueurs avec 5 de force. Mais en face, il y en aura 5, au moins 5 joueurs avec 5 de force. Donc voilà, physiquement, tu t'y attendais pas, mais l'avantage physique sur ce match-là, il sera quand même du côté de Poire Abricot. Tu l'as pas vu venir celle-là, avoue. Hein. Avoue, tu l'as pas vu venir celle-là. Évidemment, sur le papier, rien à comparer. Quand on regarde l'effectif de Zaiko, elle fait peur à tout le monde. 6 châtaignes, 2 tacles, un vicieux, du blocage à gogo. N'en jetez plus, la coupe est pleine. Il y a bien 13 joueurs, il y a tout ce qu'il faut pour dégommer l'adversaire. Et en face, il y aura 5 ogres. 5 ogres avec 2 qui ont blocage, et c'est tout. C'est tout. Ah oui, non, j'ai oublié, il y aura Griff. Évidemment, il y aura Griff, bien sûr. Bah oui, parce que quand on regarde bien, il y a 535 000 points d'inducement en faveur de Poire Abricot. Tout simplement, 535 000. Donc il y aura forcément Griff. Comme vous le voyez, dès qu'il a pu, Poire Abricot a pris Griff. Et quand il n'a pas pris, il a perdu. Donc, à mon avis, à coup sûr, pour ce barrage, il y a Griff. Il reste donc 255 000 points d'inducement. Pas assez pour prendre un Racine ou un Varag, naturellement. À mon sens, un Bomber reste un choix opportun, surtout qu'il a déjà utilisé 2 fois cette saison pour Abricot. Un Fungus aussi, qui sait, peut-être un Fungus, même si moi j'aurais plutôt pris un Bomber pour vraiment embêter les cages de Zaiko, surtout qu'un Fungus, il se fait sortir tour 2 ou tour 3 et merci, au revoir. Surtout qu'en plus, prendre un Bomber, il pourrait en plus de ça prendre un sorcier. Bon, bref, vraiment, il a l'embarras des choix. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un Griff. Et après, il reste 255 000 d'inducement pour Abricot pour s'amuser comme il faut. Et de ce fait-là, alors que sur le papier, il n'y a pas match, évidemment, on se met à douter. On se met à douter sur le résultat du match. L'avantage reste naturellement du côté de Zaiko. L'expérience et puis l'équipe. L'équipe, elle est sur le papier quand même
hautement supérieure à celle de Puerto Rico, qui lui ne pourra compter que véritablement sur les stars qu'il aura recrutées. Mais bon, Puerto Rico, avec sa folie furieuse, il peut faire des dégâts aussi. Il peut nous faire un match de fou. Les agressions peuvent passer comme jamais. Ça peut être juste dingo. Donc pour moi, c'est du 60-40 en faveur de Zaiko. Mais bon, Puerto Rico, sur un malentendu, comme on dit, il a toutes ses chances aussi. 60-40 pour Zaiko quand même. On passe au suivant. Les suivants, c'est Ared Eledi contre Akhtar. Mais ça, c'est de l'opposition de style entre les vétérans de la Lutèce. Le flegme calculateur d'un Akhtar contre la folie incarnée de la doublette infernale. Ça va vraiment swinger. Et surtout que les deux équipes n'ont juste rien à voir sur le papier. Parcours assez similaire en championnat pour les deux, Necro d'un côté et Skaven de l'autre. Ils se qualifient tous les deux que sur la fin de saison. Hein. Vraiment sur la fin de saison, ils réalisent vraiment des hold-up tous les trois en réalité, parce qu'il y a une doublette. Quand on regarde bien, Akhtar a été au fond du trou tout au long de la saison. Sur la saison, je disais on n'aura pas de Necro en playoff, Bah, Akhtar me fait mentir, mais en toute fin de son championnat. À partir de la 13e journée seulement, et il n'a plus quitté les barrages, il a tout dégommé par la suite. Il a quand même eu un parcours assez compliqué. Il a rencontré 7 playoffables tout au long de la saison, donc sur les 15 matchs. Heureusement pour lui, il performe bien sur la fin de saison. Et Aredel et Eddy, c'est des hauts et des bas. Ils étaient très bien en début de saison. Ils se sont effondrés au milieu de saison et ils remontent la pente pareil à partir de la 14e journée aussi. C'est aussi un véritable exploit, un gros hold-up qu'ils nous réalisent tous les deux. Bravo à ces coachs également. Il n'empêche, les deux équipes sont très belles et sont parfaitement compées désormais. On sait que les Necros, sur un match à élimination directe, ils peuvent tout faire. Ils peuvent gagner contre n'importe quel roster. La preuve en est, ça fait 2 ans que les Necros gagnent la Lutèce. 2 ans de suite, c'est la première fois où le même roster gagne 2 saisons de suite la Lutèce. Donc vraiment les Necros, attention à eux. Et l'équipe de Akhtar est complète. 13 joueurs avec des loups-garous doublement compés, des ghouls doublement compés aussi. Petite faiblesse peut-être sur les golems. Il y a un golem à poil. Il y a un golem qui n'est pas compé du tout. Petite faiblesse là-dessus. L'autre est juste parfait. Garde blocage. Que demander de plus? De l'autre côté, l'équipe Skaven, elle est complète également. 13 joueurs. Des coureurs d'égout de folie avec 2 tacles plongeants. Coucou les ghouls de Akhtar. Tacle plongeant, 2 arracher la balle. Bon, il y a une prise sûre chez Akhtar, heureusement. 2 blitzer châtaignes quand même. Un lanceur avec frappe précise. Attention à la frappe précise du lanceur. Hein. Akhtar, attention, elle peut surprendre celle-là. Et puis Raogre avec blocage naturellement. Équipe complète, magnifique. Ça peut aller très loin. La preuve en est, c'est qu'il se qualifie à la dernière journée en mettant un 3-0 à Sebutunu, tout simplement. À Sebutunu, ils le sortent du top 8 avec un 3-0 dans la tranche. Pour moi, sur le papier, avantage quand même à l'équipe d'Ared Eledi. Surtout que Akhtar a rencontré 3 fois les Skaven cette année. Il a perdu 2 fois. Donc déjà, psychologiquement, il est dans le mal. Il est dans le dur. Est-ce que Ared Eledi arriveront à appuyer dessus? On verra. La différence de team value n'est pas énorme. 1610 pour Akhtar, 1685 pour Ared Eledi. Il y a 75 000 d'inducement pour Akhtar. Et surtout, les Skaven pourraient même aller chercher un bomber. Ils ont les sous pour. Ça porterait les inducements à 125 000 points. 125 000 points, qu'est-ce que le Necro fait avec? Il peut même pas aller chercher une tronçonneuse, ça coûte 130 000 points chez lui. Il peut pas aller chercher un sorcier. Qu'est-ce qu'il va faire avec 125 000 points? Ça sent quand même le bomber. Aredel a dit on les sous pour. Et surtout que même une tronçonneuse, même s'il pouvait se l'offrir, ce serait pas un choix judicieux à mon sens en barrage. Autant dire, à mon sens, l'avantage penche nettement du côté de Aredel et Eddy. Akhtar va devoir utiliser toute sa science du jeu. Hein. Il va devoir utiliser son cerveau surdimensionné pour essayer de s'en sortir. Mais pour moi, c'est du 70-30 pour Aredel et Eddy. Les Skaven, on les connaît. Ça. Même si les Necros, c'est un roster très fort sur les matchs à élimination directe, les Skaven, quand même, c'est super compétitif, super optimisé et l'équipe d'Aredel et Eddy, l'effectif est juste monstrueux. On passe à Bozo contre Sobek, un duel entre les G. C'est le deuxième après celui entre Bodmilka et Azroag et Slade Mortis. Mais là, c'est Skaven contre Amazon. C'est pour moi peut-être le barrage le plus indécis des 8. Destin croisé en plus entre les deux coachs avec un Sobek qui a contrôlé tout au long de la saison.
il est playoffable depuis la troisième journée quand même, hein. Même s'il n'a jamais dépassé la 11e place du classement, il a contrôlé quasiment de bout en bout le championnat. Bravo, bravo Sobek. Quant à Bozo, il a lutté de bout en bout, hein. Même s'il a été longtemps playoffable, il lui a fallu qu'il gagne son dernier match. Bon, il lui suffisait de faire match nul, mais il ne devait pas perdre son dernier match contre Wallard pour se qualifier. Il fait un joli 3-1 et surtout, il pexe pas mal contre le rookie Orc, ce qui lui permet d'avoir quand même un très joli effectif et une belle place parmi les barragistes. Au niveau des effectifs, vous allez voir, il n'y a pas énormément d'écart. Il y a 14 joueuses Amazon chez Sobek, il y a 2 gardes, 7 blocages, bon, tout le monde a esquive évidemment, il y a 2 luttes, il y a un tacle. L'équipe est complète, l'équipe est très complète, bravo, il n'y a rien à dire, c'est une très jolie équipe. Mais chez Bozo, c'est un peu pareil. Chez Bozo, il y a 15 joueurs, ça y est, les gutters sont enfin bien campés, il y a de la glissade contrôlée, il y a du tacle plongeant, il y a de la lutte, il y a du arracher la balle, il y a tout ce qu'il faut. Il y a quand même quelques manques chez les blitzers, hein. Un seul blitzer campé, pas de lanceur, attention, pas de lanceur, il joue pas le lanceur Bozo. Il y a peut-être une petite faiblesse de ce côté-là, du côté des blitzers, pas campé, pas de lanceur. Sobek devra jouer là-dessus, devra exploiter ça, parce que il y a quand même un Raogre avec blocage. Ça peut jouer pour Bozo sur le Raogre, il peut dégommer l'équipe de Sobek, hein, et il peut laisser que des miettes. Donc attention, Sobek va devoir exploiter la faiblesse des blitzers de Bozo. Et de l'autre côté, Bozo, il va devoir compter sur ses tacles et son Raogre pour vraiment raser l'équipe de Sobek. Donc vraiment match indécis à mon sens. Qui plus est, pour moi, la différence de team value, elle joue en faveur de Bozo. Il y a 1570 points de team value pour Sobek et 1640 pour Bozo. Il y a 70 000 points d'écart en faveur de Bozo. Et ben, il a les sous pour aller chercher un bomber lui aussi. Et surtout que, avec ses sous en plus, ça fera 120 000 points d'une semaine d'écart. Sobek ne pourra même pas aller chercher un sorcier. Donc, qu'est-ce qu'il va faire avec 120 000 par rapport à 70 000 ? C'est pas énorme à mon sens, hein, c'est pas énorme. Les Amazones n'ont pas le droit, évidemment pas au bomber, et ils n'ont pas le droit à Cindy non plus. Il n'y aura pas de bomber chez les Amazones. 120 000 points d'une semaine, c'est pas énorme, c'est pas génial. Donc, pour moi, c'est indécis. Là, malgré tout, à cause de ça, à cause du bomber que Bozo peut prendre, l'avantage est légèrement du côté de Bozo, mais c'est pas énorme. Pour moi, c'est du 55-45, parce qu'encore une fois, s'il n'arrive pas à choper les Amazones, s'il n'arrive pas à sortir les pots ou les pots repoussés avec ses tacleurs, ça le fera pas. Les Amazones peuvent l'emporter, mais ça va vraiment être très indécis comme match, très très indécis. Enfin, dernier barrage entre Sebotono et Laertis. Mais quelle belle opposition de style, les amis, quelle belle opposition des styles. J'imagine que les deux coachs sont pas contents. Sebotono, déjà, il doit pas être content d'avoir perdu sa place parmi le top 8. Il s'est pris une tôle 3-0 par Eddie à la dernière journée, donc il doit bien être bien bougon là-dessus. Et Laertis, il doit rager quand même, parce que avec ses slams, tomber contre des nains du chaos, il va avoir du mal à exister. À mon sens, son équipe étant basée beaucoup sur l'esquive et pas mal sur ses blitzer guards, c'est tout ce qu'il voulait pas. Tout ce qu'il voulait pas, c'est avoir du guard et du tackle en face à gogo. C'est ce qu'il aura. Je pense que c'est vraiment l'équipe le roster contre lequel il voulait pas tomber. Il le prend quand même. Je sais pas ce qu'il va faire. Sincèrement, je sais pas ce qu'il va faire. Après, les deux coachs, ils ont réussi vraiment à parfait tout au long de la saison. Laertis, il a maintenu à flot, quasiment à lui tout seul, le roster Slan. Bon, il y a eu Big Burger qui l'a aidé sur la fin, il ne s'est pas qualifié, mais il l'a aidé un peu. Mais Laertis, il est playoffable depuis presque le début du championnat. Il est playoffable depuis la J4 quand même, avec des Slans. Bravo, c'est juste énorme ce qu'il nous réalise. Et Sebotono, naturellement, c'est encore mieux. Il est tout simplement playoffable. Il était même dans le top 8 tout au long de la saison. Il sort du top 8 à la 15e journée. C'est pas scandaleux. Est-ce que c'est pas cruel pour lui sortir du top 8 à la 15e journée? C'est juste dingue. Il doit rager, vraiment rager. Donc ça risque de cogner sec sur les grenouilles. À mon sens, il va y avoir de la cuisse de grenouille après ces barrages à manger. Ça, c'est sûr.
Surtout que pour moi, sur le papier, il n'y a pas match. 13 joueurs chez Sebutonu avec 2 nains stabilité, 2 gardes, et surtout 2 centaures taureaux avec gardes qui vont s'aider les uns les autres, qui vont aider un peu les nains du chaos à vraiment placer les gardes là où il faut pour pas que les grenouilles puissent sauter au moment opportun et à l'endroit voulu dans les cages. Et puis il y a aussi un Minotaur blocage. Il y a un Minotaur blocage. Bon, il y a de quoi faire, quoi. Il y a vraiment de quoi faire pour dégommer l'équipe des grenouilles. Et ajoutons à cela, évidemment, les sempiternels, Hobgoblin, joueurs vicieux. Voilà, ça peut mais vraiment détruire l'équipe de Laertis. En face, Laertis, il a aussi une très jolie équipe. Hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais bon, son équipe est essentiellement basée sur l'esquive et sur les deux blitzers gardes qui permettent d'apporter leur soutien quand il faut à Laertis pour sauter dans la cage avec ses receveurs. Sauf que là, il va y avoir plein de gardes en face. Donc, Sebutonu, il faudra qu'il réfléchisse au bon positionnement de ses gardeux dans les cages qu'il va faire. Mais bon, la difficulté pour Laertis, c'est qu'il y aura 4 gardes avec plein de stabilité et du tac de partout en face, tout simplement. Surtout que le Crocs de Laertis, il n'a pas réussi à se choper son blocage, alors que le Minot de Sebutonu a blocage. Donc dans le combat Big Guy contre Big Guy, le Minotaur de Sebutonu a nettement l'avantage. Donc à première vue, comme ça, pour moi, ça ne sent pas bon, vraiment pas bon sur Laertis. Alors la différence de team value est grande, hein, 1650 points pour Sebutonu, 1510 pour Laertis. C'est rageant quand même. 140 000 points, on est à 10 000 points d'un sorcier. Avec un sorcier, j'aurais dit, Laertis peut faire quelque chose. Mais il lui manque 10 000 points. C'est cruel, il lui manque 10 000 points pour prendre le sorcier. C'est horrible pour Laertis, surtout qu'il va faire quoi avec ses 140 000 points? La tronçonneuse, franchement, aucun intérêt en playoff, surtout contre des nains du chaos. Honnêtement, il va prendre quoi? Avec Acorn contre des centaures taureaux qui vont porter la balle, ça va être du 3D contre. Franchement, évidemment, si l'intrépidité passe pas, honnêtement, je ne sais pas ce qu'il fera avec ses 140 000, mais il manque 10 000 pour avoir un joli sorcier. Il manque 10 000. Horatio, ouais, super, Horatio, génial, quoi. Donc vraiment, pas de quoi pavoiser pour Laertis, il peut faire la grise mine. Hein. Pour moi, ça se joue à 10 000 points d'inducement. Ça aurait été du 60-40, voire du 55-45 en faveur de Sebutonu si Laertis pouvait prendre un sorcier. Là, sans sorcier, avec une telle différence sur le papier, au niveau des effectifs, et surtout l'expérience de Sebutonu. Laertis est un joueur vétéran aussi, mais Sebutonu, il a une expérience juste incroyable, et il montre qu'il maîtrise ses nains du chaos. Pour moi, c'est du 70-30 en faveur de Sebutonu. Donc vraiment, Laertis, bravo pour le parcours. C'est pas totalement fini, évidemment, Sebutonu peut se foirer sur ses jets de dés, il s'est pris un 3-0 face à Red Lady, tout est possible, mais quand même sur le papier, c'est un net avantage, 70-30 pour Sebutonu à mon sens. Donc voilà, j'en termine là cette vidéo sur l'analyse des barrages. Ça promet des matchs de folie. Je voulais juste revenir sur un petit point et je me suis amusé à répartir déjà les joueurs du top 8 en fonction de leur place au classement, hein, le premier, le deuxième, etc. etc. Si le classement est respecté, le classement de fin de saison est respecté, si les têtes de série se qualifient en quart de finale, s'ils éliminent ceux qui viennent des barrages, il va y avoir en quart de finale un match à ne pas piquer des hannetons, comme on dit. Il va y avoir un Nabolo Alaric. Après le coup de gueule de Alaric contre Nabolo sur la fin de saison, oui, mais tu joues pas tes matchs et par contre tu fais des tournois. À mon avis, il y a de l'électricité dans l'air. À mon avis, Nabolo, il va vouloir juste, même s'il est très gentil et qu'ils se sont expliqués derrière, il va vouloir juste dégommer Alaric bien comme il faut. Moi, je dis, j'assisterai bien à ce match-là s'il se joue à la revanche, s'il se joue en public. Ça risque d'être sympa. Allez, c'était la petite pique de la fin d'After Lutèce. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Et on croise les doigts pour tous les barragistes. On espère que tous réussiront de beaux jets, de fameux exploits. Et qu'ils iront loin, tout simplement. Qu'ils iront loin parce qu'ils le méritent. Bon, les mecs du top 8 le méritent aussi. Hein. Tout le monde le mérite. On s'aime tous. Vive la Lutèce. Vive le Blood Bowl. Vive la Lutèce. Lutèce éternelle. Lutèce merveilleuse. Et à bientôt, salut tout le monde, à bientôt dans l'After Lutèce pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.
Relax us, we